Bien, nous voilà au mois d'août 2018. Je pense que les internautes attendent cette vidéo depuis pas mal de temps. Et ils attendent surtout que je leur explique le lien qui peut exister entre Janus et les voyages interstellaires avec l'usage d'un chemin dans l'univers où la vitesse de la lumière est 10 fois plus élevée. Bon, j'ai un livre qui va sortir d'ici la fin de l'année chez Très Daniel. Vous trouverez des tas de choses là-dessus. Il était annoncé pour le mois de septembre, mais ce sera peut-être plutôt octobre. Et quant à ces techniques, eh bien, j'ai préféré attendre de publier deux nouveaux articles dans des revues Comité de lecture, Astrophysics and Space Science et Progress in Physics. Donc je vais en parler tout à l'heure. Comme d'habitude, sur l'écran, vous avez en rouge les adresses de téléchargement à partir de mon site qui vous permettront d'accéder à ces deux articles. Comme il n'y a pas d'équation dans les deux, trois premières pages du premier article, j'en ai même fait une version française et vous pourrez la télécharger à cette adresse. S'agissant de mes rapports avec le monde scientifique, j'avoue que je ne sais plus trop quoi dire. Il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que au-delà des premiers articles qui datent de 1994, eh bien, le modèle Janus, maintenant, a fait l'objet de 6 articles dans des revues à comité de lecture, et il y a 13 confirmations observationnelles validées. Alors, je ne sais plus trop quoi faire. Ceci étant, la toile abonde de conférences fort savantes données par les uns et les autres. Vous avez par exemple une conférence donnée par l'astrophysicien David Elbaz à l'Espace des sciences de Rennes en février 2018. Et puis soudain, à 1h24, lorsqu'un spectateur lui pose une question sur le modèle Janus, J'ai lu un article qui remettait en question ces théories de matière noire et d'énergie noire en s'appuyant sur l'hypothèse de l'univers jumeau. Notre univers à nous aurait un univers jumeau d'antiparticules, d'antimatière, et que ça pourrait expliquer ce qu'on essaye d'expliquer par la matière noire. et là, écoutez la réponse, alors que Elbaz a abordé une foule de sujets plus sophistiqués les uns que les autres, ça cafouille grave. Euh, je pense que vous faites référence à la théorie de Jean-Pierre Petit. Oui. Donc, je ne connais pas vraiment assez la théorie de Jean-Pierre Petit pour vraiment répondre à votre question. D'ailleurs, comme je vous dis, moi, je ne suis même pas un théoricien. Je sais que Jean-Pierre Petit propose une théorie d'expliquer la matière noire et l'énergie noire. Je peux dire qu'aujourd'hui, cette théorie n'a pas été validée par d'autres scientifiques. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'elle n'est pas la bonne théorie? Vous savez, je ne saurais pas vous répondre. Je sais qu'il y a des... disons que Jean-Pierre Petit est dans une situation un peu délicate, effectivement, comme il le raconte sur Internet. Hein. Comment? Oui, bon, après il y a d'autres choses, mais il a proposé un certain nombre d'idées dans un cadre qui n'était pas encore, où ça n'a pas été testé par d'autres, et donc là, ce dont je vous parle, ce ne sont que des idées qui ont été, même si elles ne sont pas complètement sûres, elles ont toutes été testées par d'autres. Donc je suis sur un terrain un peu difficile pour répondre à cette question. Qu'est-ce qui pourrait déterminer la validité d'un travail scientifique en cosmologie, en astrophysique? Alors, vous voyez, on a entendu des bouts de phrases comme par exemple validé par d'autres chercheurs ou testé par d'autres chercheurs. Moi, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Le panorama scientifique français en cosmologie est peuplé de gens qui avancent des théories qui n'ont fait l'objet d'aucune confirmation observationnelle. Prenez par exemple Aurélien Barraud avec le multivers ou Jean-Pierre Luminet avec son espace chiffonné. Tous les deux disent par exemple que ces choses-là, ça se situe au-delà de l'horizon. Donc c'est une sorte de cosmologie non observable. Il y a des prédictions théoriques qui font l'objet de confirmations observationnelles, comme par exemple les ondes gravitationnelles. Mais si vous prenez par exemple les travaux de Hawking, en dehors du fait qu'on salue l'immense courage de cet homme d'avoir vécu comme il a vécu, aucun
de ces travaux n'a fait l'objet de la moindre confirmation observationnelle. Et Hawking en était conscient mieux que personne. Le rayonnement de Hawking n'a jamais été observé. En fait, il n'y a pas d'autre façon de valider une théorie que de la confronter avec succès aux observations et aux expérimentations. Dans le monde scientifique, vous avez des sortes de tribunes qui sont les journaux de publication scientifique de très haut niveau, contrôlés par des référies. Alors vous savez, en anglais, on emploie ce mot claim, c'est-à-dire les revendications, et vous avez déjà vu dans des vidéos précédentes, Janus, que le modèle Janus se réclamait de confirmations observationnelles nombreuses. Mais encore faut-il que cela soit accepté en publication, que ce discours soit considéré comme recevable. Pour l'article dont je vous parlais, qui a été publié début 2018 avec Gilles D'Agostini, il a fallu 3 ans de bataille. En 2014, j'avais publié un premier article où je présentais la solution exacte de mon système d'équations de champ qui faisait état de l'accélération cosmique. En 2015, Gilles D'Agostini a fait les calculs en confrontant ce qui sortait de cette solution numérique avec les résultats concernant 740 supernovae. En bleu, vous avez les résultats d'observation. En rouge, vous avez la courbe de Gilles, celle du modèle Janus, où l'accélération de l'expansion est pilotée par le contenu de l'univers en masse négative. La ligne tire-terre représente ce que produit le modèle considéré comme standard, le modèle lambda CDM. Les deux se confondent dans une large plage de redshift. Au-delà, l'accord avec l'observation est plus discutable, étant donné le peu de données et les larges barres d'erreur. La différence entre les deux modèles réside dans le fait que dans le modèle Janus, on sait très précisément ce qui provoque cette accélération, on connaît la nature de ces masses négatives, il s'agit d'une copie du bestiaire classique de l'antimatière, affectée d'une masse négative. Dans le modèle lambda CDM, cette accélération de l'expansion cosmique est imputée à une mystérieuse énergie noire, et vous avez ici l'ensemble des modèles qui sont proposés pour expliquer sa nature. Pourquoi a-t-il fallu 3 années pour publier ce travail? C'est assez simple. Derrière ce modèle Janus, il y a tout un contexte géométrique, mathématique. Il a fallu discuter non seulement de ce phénomène d'accélération cosmique, mais de tous les aspects du modèle Janus, en les abordant les uns après les autres, point par point. Voilà donc le résultat de ces échanges et de ces points validés. Je commence par lire le résumé. Je traduis. En partant de la solution exacte du modèle cosmologique Janus, on calcule les valeurs prédites des magnitudes des sources distantes par rapport à leur redshift, c'est-à-dire à leur distance. En comparant cette relation ne dépendant que d'un paramètre aux données issues des 740 supernovae, on obtient un excellent accord. Passons maintenant à l'introduction. Je traduis. La cosmologie moderne est confrontée à tout un lot de données observationnelles. Parmi celles-ci, on trouve celles relatives à l'expansion cosmique. Les scientifiques sont alors confrontés à 2 choix. Ou ils limitent leur interprétation du phénomène en restant dans un contexte géométrique correspondant à l'équation d'Einstein, incluant la constante cosmologique. Il y a alors un prix à payer qui est d'introduire le concept d'une énergie noire dont la nature est alors inconnue. Au passage, ceci amène à l'eau de paramètres libres qui donne au modèle un aspect ad hoc. Oui, il s'opère un changement drastique de paradigme géométrique dans lequel la relativité générale se voit étendue dans un modèle plus large. Un modèle qui intègre alors des particules de masse et d'énergie négative dont la nature est donnée par la théorie des groupes dynamiques. Chemin faisant, un tel modèle, inspiré par les idées d'Andreï Sakharov, explique pourquoi nous n'observons pas d'antimatière cosmologique. On passe à la section suivante. Son titre, le modèle cosmologique Janus, de la nécessité d'un nouveau contexte géométrique. Le modèle cosmologique Janus, ou JCM, est basé sur l'introduction d'éléments de masse et d'énergie négative. En 1957, Hermann Bondi, et cela a été confirmé par la suite par William Bonor, a montré que l'introduction de masse négative dans le modèle de la relativité générale
s'accompagnait d'un effet runaway ingérable. Cet effet découle de la façon habituelle où, considérant des particules placées dans un champ gravitationnel, nous considérons que celles-ci suivent les mêmes chemins géodésiques que leur masse soit positive ou négative. Ainsi, selon l'équation d'Einstein, une masse positive attire toute autre masse que celle-ci soit positive ou négative. Une masse négative repousse toute autre masse que celle-ci soit positive ou négative. Ainsi, si par exemple nous considérons un couple de masses de signes opposés, la masse positive va s'enfuir, poursuivie par la masse négative. Toutes deux subissent une accélération uniforme, et cela en conservant l'énergie, puisque la masse négative charrie une énergie cinétique négative. Cette propriété ingérable a banni le concept de masse négative pendant 60 ans. Mais cet effet disparaît si on considère que les masses positives et négatives suivent des systèmes de géodésique différents, qui dérivent alors de deux champs de tenseurs métriques différents, G plus mu et G moins mu. Ces deux métriques deviennent alors solutions du système d'équations de champs couplés du modèle Janus, d'où émerge la solution exacte sujet du présent article. Voir l'article de Sabine Ossenfelder pour sa dérivation lagrangienne d'un des systèmes d'équations. Cette première partie de l'article reprend donc tous les éléments constitutifs du modèle Janus qui ont été publiés dans les 4 premiers articles depuis 2014-2015 et les valide. Et on arrive au système d'équations de champ couplé Janus. Vous comprenez donc pourquoi il aura fallu 3 années pour réussir à publier ce papier. D'ailleurs, sur ces 3 années, il n'y a pas que le dialogue avec le référé de cette revue. Il y a eu les échecs dans les tentatives précédentes dans d'autres revues. Par exemple, cet article a reçu un premier écho sous la forme de la phrase suivante: cet article est typiquement le produit de 2 crackpots, c'est-à-dire de pots fêlés. Alors vous avez vu que l'expression fêlée m'avait déjà été attribuée dans une vidéo, qui est en fait une interview qui dure 2 heures. On est début août 2018, cette vidéo a déjà fait 300 000 vues en moins de 2 mois. Je vous ai dit, par exemple, que le premier article de 2014 a pu être publié après 50 essais. C'est-à-dire que lorsqu'on envoie ça à une revue, il y a 9 chances sur 10 pour qu'on ait une réponse par coupé-collé, du genre « Désolé, on ne publie pas de travaux spéculatifs » ou des tas de choses de ce genre. Il y a tout un tas de formules toutes faites que les éditeurs des revues utilisent. Et puis, il faut se mettre un petit peu à leur place. Par exemple, l'éditeur, il a un certain fichier de référés, d'experts, alors il les sollicite en leur envoyant l'article et en leur demandant « Est-ce que vous acceptez d'examiner ce travail ?» Bon, moi j'ai déjà été sollicité comme référé plusieurs fois. Quand je reçois un travail où je ne m'estime pas compétent, ben je réponds non. Je ne m'estime pas compétent pour me prononcer sur la qualité de ce travail. Par contre, il m'est arrivé aussi d'être sollicité par une des plus grandes revues pour examiner un travail. Bon, j'ai fait un rapport très circonstancié en faisant la part de ce qui tenait debout et de ce qui était un peu plus faible, et j'ai recommandé la publication de cette partie du travail. Mais 2 autres référés sont intervenus. Il y en a un qui a répondu simplement « ça vaut rien », une phrase. Et puis l'autre qui a cité ses propres travaux. Bon, ben ça n'a pas été pris, dommage. Quand on prend l'exemple de travaux comme les miens, quand l'éditeur reçoit un article qui traite des masses négatives, bien, il cherche dans Google Scholar qu'est-ce qui a fait du travail dans ce domaine, et puis il essaye de solliciter ces gens-là, et il ne trouve pas grand monde. L'éditeur reçoit une dizaine de réponses négatives, puis à la fin, ben, lorsqu'il a un type qui lui répond c'est des crackpots, ou alors ça n'a aucun intérêt, ou alors c'est pas le style du journal, ben, il envoie cette réponse, c'est tout. On est en août 2018, je viens de publier 2 articles, mais évidemment, ça continue, j'ai des échanges avec d'autres revues. Je vais vous citer, par exemple, un exemple de réponse négative récente. Mais si je devais publier l'ensemble des réponses de ce genre, ce serait un livre de 300 pages. Voilà cette réponse, d'abord en anglais.
Et puis cette traduction en français, cher docteur Petit, votre article semble présenter de l'intérêt pour la communauté de la physique théorique. Mais notre journal a changé sa politique au sens où les articles de physique mathématique ou relevant de la relativité générale qui ne font pas clairement état d'application dans le domaine de l'astrophysique ne seront plus pris en considération. Votre papier est un sujet très théorique qui ne cadre donc pas avec la politique du journal. Aussi, je suis au regret de vous informer qu'il ne sera pas donné suite à votre demande de publication. Nous vous conseillons de présenter cela à des revues plus axées sur la théorie comme Physical Review Day, Classical and Quantum Gravity, General Relativity and Gravitation, entre autres. Sincèrement à vous, l'éditeur en chef. Une telle réponse représente simplement un refus de soumettre ce travail à un expert, à un référé. Alors, on notera au passage que l'éditeur et le référé n'ont absolument pas lu ni l'un ni l'autre, que ça commence par l'exposé de 12 confirmations observationnelles. Donc la conclusion est simple, ils n'ont simplement pas lu l'article. Au cours de mes 50 ans de carrière, j'ai publié un certain nombre d'articles et vous devez bien imaginer que dans tous les domaines que j'ai abordés, à chaque fois, c'était non standard. Lorsqu'un référé sérieux fournissait un éventail de critiques, souvent très nombreuses, une bonne dizaine comme ça d'un coup, à ce moment-là, le dialogue s'engageait, qui pouvait même faire figure de bras de fer, et à ce jeu-là, j'ai toujours gagné. Donc, il y a deux opportunités, soit l'éditeur refuse d'examiner le travail, soit alors il y a des critiques d'un référé, puis à ce moment-là, le dialogue s'engage, ça peut d'ailleurs durer des mois. Et puis il y a une troisième éventualité que j'ai connue à la fin des années 90 et qui a sidéré mes collègues de l'Observatoire de Marseille, c'est lorsque le directeur de la revue procède à un jet d'éponge. En 1997, les emails, ça n'existait pas, donc les échanges avec les revues, c'était par voie postale et ça prenait pas mal de temps. Donc en 1997, j'envoie un article à la revue Astronomie en astrophysique, qui était dirigé par mon ancien directeur de laboratoire qui s'appelle James Lequeux, et qui était basé à Paris, donc ça me permettait de l'avoir au téléphone. Alors évidemment, immédiatement, il me fournit la réponse, on ne publie pas de travaux spéculatifs, donc je l'appelle et je lui dis, écoutez, cette histoire de masse négative, ça constitue quand même une alternative par rapport à la météore noire. Le QE me répond, la matière noire, on sait qu'elle existe, regardez, il y a les effets d'antigravitationnel, donc c'est établi. Alors je lui ai répondu, mais la masse négative produit aussi ces effets de l'antigravitationnel négatif. Donc je pense qu'on devrait mettre les deux interprétations en perspective. Le queue ne croit pas une seule seconde que mon travail tienne debout. Donc il se choisit un référé costaud, il lui envoie mon travail et il se dit comme ça, on va avoir définitivement la paix avec Jean-Pierre Petit. Alors le dialogue s'engage, le référé envoie une première volée de 10 questions. Il y aura 7 versions de l'article successives avec 60 questions. Mes collègues suivent ces échanges avec intérêt, c'est un véritable feuilleton. Surieux me dit, en tout cas, tu as un type qui s'intéresse à ton travail, c'est ce référé. Hein. Et ça dure pendant 10 mois. Il y aura 7 versions successives. Visiblement, le référé ne cherche pas à démolir le travail, il cherche simplement à savoir jusqu'où ça peut aller. Au fil de ces échanges, je finis même par écrire au référé anonyme, dont je ne connais pas l'identité. Cela doit vous demander un sacré paquet de temps d'examiner mes écrits. Et il me répond, et vous donc, ça doit vous demander autant de temps de répondre à mes questions. Et à un moment, il me dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des observations qui seraient spécifiques de votre modèle? Donc je me creuse la tête et je me dis, bon, quand on prend les galaxies très lointaines, leur lumière devrait traverser les conglomérats de masse négative, ça devrait faire un effet de l'antigravitationnel négatif et atténuer le signal, donc elle devrait avoir des magnitudes plus faibles et devrait apparaître comme des naines. Alors j'écris ça et effectivement, très rapidement, c'est confirmé observationnellement. Le queue réalise, contrairement à ce qu'il pensait, que je suis en train de gagner la partie. À ce moment-là, très rapidement, il écrit: je pense que ces échanges qui durent depuis 10 mois n'aboutiront pas, j'ai donc décidé d'arrêter là. Ma décision est irrévocable. Je vous rappelle que le directeur d'une revue a le pouvoir de décider de la publication d'un article, l'avis du référé n'étant que consultatif. Certains scientifiques tentent une médiation en intervenant auprès de James Lequeux et sachant très bien que vu sa personnalité, il y a peu de chances que ça aboutisse, et il leur fait la réponse suivante: j'ai le cuir aussi épais que celui d'un rhinocéros.
Revenons à la suite de la lecture de l'article que nous avons pu publier en juin 2018 dans la revue Astronomie and Astrophysics. Donc, comme suite logique à ce système d'équations de champ, je traduis. Le schéma d'interaction est donc le suivant. Les masses positives s'attirent mutuellement à travers la loi de Newton. Les masses négatives s'attirent également mutuellement selon la loi de Newton. Les masses de signes opposés se repoussent selon anti-Newton. Ce schéma d'interaction satisfait le principe d'action à réaction. On notera que dans le mécanisme Runaway, ce principe est violé. On passe à une section qui s'intitule « Les acquis du modèle Janus ». Le modèle Janus n'est pas un énième modèle associé à un lot conséquent de paramètres libres, c'est au contraire un modèle sans paramètres libres. On continue cette lecture. En fait, ce n'est rien d'autre qu'un prolongement des idées d'Andreï Sakharov. En 1967, Andreï Sakharov avait donné une explication de l'absence d'observation d'antimatière primordiale. Ceci dit, de nos jours, il n'existe toujours pas d'explication alternative. Il a émis l'idée que l'univers pourrait être composé de deux univers jumeaux liés tous les deux par une singularité initiale. En s'inspirant de la CPT-symétrie, Sakharov suggéra en outre que les flèches du temps de ces deux univers seraient antiparallèles, qui correspond à la T-symétrie, que ceux-ci seraient énantiomorphes, ce qui correspond à une P-symétrie, et enfin que cet univers jumeau contiendrait de l'antimatière, ce qui correspond à la C-symétrie. Le modèle Janus se calque sur ce schéma général. Nous avons suggéré qu'il y avait un seul univers correspondant à une variété V4 à 4 dimensions, avec deux métriques. Ceci correspond à un contexte géométrique nouveau, mais clair. Pour que tout ceci devienne clair pour le référé, pour l'expert chargé d'examiner l'article, il a fallu que cet homme, dont j'ignore l'identité, soit compétent en mathématiques, en géométrie différentielle, en topologie. Si cet homme a le minimum de bagages dans ce domaine, il n'y a aucun problème. Par contre, s'il ignore ces pans de la technique mathématique, alors c'est désespéré. Revenons au texte de l'article. Comme l'a montré Jean-Marie Souriau en 1970, la T-symétrie entraîne une inversion de la masse et de l'énergie. Là encore, cet aspect a fait l'objet de plusieurs échanges avec le référé. Fort heureusement, les travaux de Souriau dans ce domaine ont fait l'objet d'une édition anglaise, Structure des systèmes dynamiques, aux éditions de Birkhauser, et j'ai pu envoyer le référé vers ce livre, donc ça lui a permis de vérifier que ce que je disais tenait debout. Et ce qui est écrit dans la suite de l'article, et qu'il a donc validé, n'est que l'application de ce théorème. Mais avant de trouver en France un type qui connaisse même simplement l'existence de ce travail, bonjour. Je continue le texte de l'article de telle façon que cet univers jumeau contienne des copies de nos antiparticules, antiprotons, antineutrons, antiélectrons, affectés de masse et d'énergie négative. Les masses négatives émettent des photons d'énergie négative, de ce fait, elles sont pour nous invisibles. Elles ne révèlent leur présence que par des effets antigravitationnels. En suivant Andreï Sakharov, nous pouvons supposer que le taux de production des baryons dans la population positive serait supérieur au taux de production des antibaryons, avec une situation inverse dans la population négative. Vous trouverez sur Wikipédia une page créée par l'astrophysicien Amar Yazvelo où il parle gravement des conditions d'Andreï Sakharov. Je crois qu'il ignore les solutions d'Andreï Sakharov, et moi je ne fais que reprendre tout ça mot par mot. Sakharov avait imaginé l'existence d'un univers jumeau qui ne serait relié au nôtre que par la singularité initiale. Moi, j'ai donné corps à cette idée en créant un contexte géométrique différent, où à ce moment-là, cette masse qui n'est pas visible, c'est de la masse négative d'antimatière. Reprenons le contenu de l'article. Je rappelle que cette section était consacrée aux acquis du modèle Janus. Alors les voilà, il y en a pas mal. Alors pour qu'on les situe bien, moi j'ai mis des numéros 1, 2, 3, 4, 5, etc. en rouge, mais c'est moi qui ai mis ça dans l'article. Point numéro 1, le modèle Janus explique l'absence d'observation
d'une antimatière primordiale, ce que ne fait pas le modèle dominant lambda-CDM. Point numéro 2, le modèle Janus donne une description précise des composants invisibles de l'univers, ce que ne fait pas le modèle dominant lambda-CDM. En outre, le modèle prédit que l'antimatière qui sera créée en laboratoire, l'expérience G-bar du CERN, se comportera comme la matière ordinaire dans un champ gravitationnel terrestre, c'est-à-dire qu'elle tombera vers le bas. Ça, c'est le cheval de bataille de Gabriel Chardin et de Luc Blanchet, qui croient que leur antimatière va tomber vers le haut. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. Et revenons au point suivant. À cause de cette répulsion mutuelle entre les masses positives et les masses négatives, ces dernières sont quasiment absentes dans le système solaire. Ainsi, le modèle Janus est-il conforme à toutes les classiques vérifications observationnelles de la relativité générale? Point numéro 5. Le modèle suggère un schéma clair pour la formation de la structure à grande échelle de l'univers, ce que le modèle dominant, lambda-CDM, peine à faire. Alors tout ça, ça a été évoqué dans les vidéos précédentes, et puis ça a fait l'objet d'une série de publications depuis des décennies, et tout cela a été discuté avec le référé qui a validé tous ces résultats. Point numéro 6, le modèle Janus explique le caractère répulsif du Great Repeller. Ainsi, les vitesses de fuite des galaxies sont dues à la présence d'un conglomérat de masse négative localisé au centre des grands vides. Les modèles de la pensée dominante suggèrent qu'un tel effet répulsif pourrait être dû à une lacune dans le champ de matière sombre de masse positive, mais l'instabilité gravitationnelle conduit à la formation de grumeaux par la masse positive et ne fournit en aucun cas un scénario pouvant conduire à la formation de lacunes. En conséquence, le modèle dominant lambda-CDM ne fournit aucune explication de cette observation. Bon, là, je fais référence à cette découverte de janvier 2017 des Français Hélène Courtois et Daniel Pomarez, du Canadien Brent Tully et de l'Israélien Yehudi Hoffman, du Great Repeller, c'est-à-dire de cette région du cosmos qui est répulsive. J'ai déjà parlé de ça dans les vidéos précédentes. Mais on a vu aussi au cours du colloque Cosmo 17 que des spécialistes français étrangers n'avaient pas encore intégré cette découverte. Point numéro 7, le modèle Janus explique le confinement des galaxies ainsi que la forme plate de leur courbe de rotation. Comme montré récemment par Jamie Farnès, il est donc plus nécessaire d'invoquer la présence d'un halo de matière sombre comme le fait le modèle lambda-CDM. Alors là, vous voyez que j'avais cru bon de reproduire la courbe obtenue par Jamie Farnès, qui se trouve dans un préprint arXiv, parce que Farnès n'a pas réussi à publier son travail dans une revue. Mais quand il a vu apparaître ça dans Astrophysics and Space Science, il a écrit en criant au plagiat. Comme je le citais, je ne voyais pas en quoi il y avait un plagiat, mais bon, on a remplacé cette courbe par ce que j'avais obtenu, moi, 17 ans plus tôt, c'est-à-dire cette courbe-là. Un résultat présenté à l'occasion d'un colloque international d'astrophysique en 2001. Alors maintenant, si on revient au préprint de Farnès, dont le titre est, comme on peut le voir, une proposition pour unifier la matière sombre et l'énergie noire en invoquant une masse négative, c'est bien comme Blanchet et Chardin, eh bien, il reste confiné dans l'équation d'Einstein, donc il a le paradoxe runaway. Alors j'ai déjà dit que depuis 2 ans, j'ai vainement essayé d'entrer en contact avec Chardin et Blanchet, et avec l'Institut d'astrophysique de Paris. J'ai fait la même chose avec Farnès, il ne m'a pas non plus répondu, mais vous savez, en science, dès qu'on fait mine de s'intéresser à un sujet un peu nouveau, on considère vite que vous sentez le souffle. Moi, j'avoue que j'ai jamais rien senti de ce côté-là. Bon. Je continue cette présentation des acquis du modèle Janus. Donc là, c'est le point numéro 8. Le modèle Janus explique les forts effets lentilles-gravitationnelles observés au voisinage des galaxies et des amas de galaxies qui sont dus à la masse négative qui les environne. Point numéro 9. Le modèle Janus fournit une explication de la faiblesse de la magnitude des très jeunes et très distantes galaxies quand leur lumière traverse les conglomérats de masse négative situés au centre des grands vides. L'effet de l'antigravitationnel réduit leur luminosité. Et le 10e point,
Le modèle Janus explique la forme des galaxies spirales en l'attribuant à une friction dynamique avec leur environnement de masse négative. Le modèle dominant lambda CDM n'a aucun modèle pour expliquer l'existence de telles structures. Vous voyez que les référies, au fil des échanges et de toutes les vérifications qu'il a pu faire, a considéré que ces revendications étaient crédibles. Et alors, voilà la conclusion de l'article. En conclusion, le modèle Janus n'est pas qu'une simple spéculation dans le domaine de la physique mathématique. Il a été confronté avec succès aux observations. Contrairement au modèle dominant d'aujourd'hui, le modèle lambda CDM, le modèle Janus ne traîne pas avec lui ces deux mystères que sont la matière sombre et l'énergie noire. L'article se poursuit en fournissant une nouvelle confirmation observationnelle. Le titre de cette section est alors « Le modèle Janus explique l'accélération de l'univers ». Dans ce papier, on exploite la solution exacte du système des deux équations de champ couplées, qui est un travail que j'ai publié en 2014. Et voilà, pour mémoire, à quoi ressemble cette solution exacte. C'est mon collaborateur et ami Gilles D'Agostini qui a exploité cette solution exacte en calculant la relation luminosité-distance redshift qui en découle, en s'inspirant de la méthode introduite par William Mattig en 1959. Mais cette partie n'intéressera que le spécialiste. Après tous ces échanges, vérifications, discussions, ajouts, réécritures, tout ça a fini par se traduire par une belle lettre d'acceptation en juin 2018. Alors, à ceux qui se demandaient ce que je faisais pendant tous ces mois, la réponse, ça. Je tiens à remercier les gens qui ont envoyé de l'argent et ce qui m'a permis de participer à 2 colloques l'été 2017, dans l'espoir de pouvoir un jour toucher des gens à l'échelle internationale. Bon, j'ai estimé souhaitable que les vidéos que j'avais faites, les vidéos Janus, soient équipées de sous-titres. Alors il a fallu payer des gens pour le faire. Ça a coûté assez cher parce qu'on a fait équiper de sous-titrage 20 vidéos. Ça a coûté 10 000 €. Alors là, les internautes sont immédiatement tentés de se poser une question. Enfin, ça fait 4 ans que Jean-Pierre Petit publie article sur article dans des revues de haut niveau à comité de lecture. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'autres travaux qui introduisent les masses négatives? Alors l'explication est assez amusante, c'est que vous savez que quand on reste dans la relativité générale et dans l'équation d'Einstein, eh bien on a le phénomène Runaway avec ces particules qui se courent après, complètement ingérables. Et la seule façon de gérer ces particules négatives, c'est de passer aux équations de Jean-Pierre Petit. C'est la seule solution. Il faut passer à un système de 2 équations de champ couplées. Luc Blanchet dit qu'on peut s'en sortir avec la relativité générale en rajoutant des champs. Non, non, c'est faux. C'est un bricolage et ça ne marche pas. J'ai déjà largement discuté de tout ça dans la vidéo Janus 12, vous n'aurez qu'à vous y référer. Ce qui est amusant, c'est que comme il leur faut quand même un modèle cosmologique, alors ils vont chercher une vieille solution de Dirac. Alors ils considèrent un univers où il y a autant de masses positives que de masses négatives, donc le champ de gravitation est nul, et l'expansion est parfaitement linéaire du début jusqu'à la fin. Alors rappelez-vous, jusqu'en 2011, nous avions les modèles de Friedman où l'univers décélérait. Et puis, on donne le prix Nobel à 3 bons hommes en 2011 pour cette découverte comme quoi l'univers accélère. Donc, vous avez ce modèle qui est interprété par la constante cosmologique, c'est le modèle lambda CDM, ou alors par le modèle Janus. Eh bien, pas du tout, on a tout faux. Vous avez maintenant un 3e modèle, c'est le modèle Chardin-Blanchet. Comme vous pouvez le voir, l'accélération de l'expansion de l'univers a disparu, et les 3 prix Nobel 2011, c'est-à-dire Perlmutter, Riess et Schmidt, devront rembourser leur prix, ce qui est embêtant. S'agissant de leur idée d'antimatière de masse négative, il n'y a strictement aucun support théorique. C'est une idée, un effet d'annonce, c'est un rêve. Il y a la manip G-bar du CERN, dont on devrait avoir les résultats d'ici fin 2018. Chardin, qui est responsable des grands instruments au CNRS, et Luc Blanchet, médaille d'or, qui doit être responsable du département des grandes idées au CNRS, espère que leur antimatière va tomber vers le haut. Je pense que tous les théoriciens raisonnables pensent qu'elle va tomber vers le bas, et d'après le modèle Janus, c'est également ce qui va se passer.
S'agissant du travail scientifique, j'ai toujours plusieurs fers au feu, plusieurs travaux scientifiques en cours d'élaboration, et puis plusieurs articles en lecture et en cours d'examen dans des revues. Donc ça sort quand ça sort. Et là, juillet, nouveau papier dans Progress in Physics. En rouge, j'ai mis l'adresse de téléchargement, mais je vois qu'on est déjà à 32 minutes. Je ne vais pas évoquer le dialogue avec le référé, on va tout de suite passer au thème de l'article. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la cosmologie moderne a décidé de s'ancrer sur des données considérées comme capitales, qui sont les fluctuations dans le fond des rayonnements cosmologiques, les fluctuations dans le CMB. Le modèle standard dominant actuel, le modèle lambda CDM, interprète ces très légères fluctuations, puisqu'il s'agit d'un 100 millième, comme des perturbations de nature acoustique, évidemment amplifiées par la gravitation. Ceci étant, c'est justement la modélisation de ces fluctuations qui nécessite le recours à 6 paramètres libres. Pour les cosmologistes du monde entier, ces données sont quelque chose d'extrêmement important et qui joue un petit peu le rôle de boule de cristal. Tout le monde veut y voir quelque chose. De temps en temps, des effets d'annonce suggèrent qu'une polarisation a été détectée qui s'avère être due à la poussière interstellaire. Les gens des supercordes voudraient y voir la trace de cordes cosmiques. Le modèle Janus fournit une interprétation tout à fait différente. J'avais pensé, à titre de préambule, faire un retour sur la théorie de l'instabilité de Jeans, de l'instabilité gravitationnelle, et pour ça, j'avais fait une dizaine de minutes de vidéos et beaucoup de dessins, mais il y a aussi des calculs. Et je me suis arrêté, je me suis dit, mais si je fais ça, je vais décourager les gens qui sont vraiment allergiques. Donc, j'ai fait un PDF, il est pas mal. Ça intéressera les lecteurs niveau Matsup, mais en fait, ce PDF, le niveau, c'est Terminales. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Je montre comment le temps d'accrétion d'un grumeau de matière varie comme l'inverse de la racine carrée de la masse volumique, ce qui n'est pas évident, mais ça se montre très bien. Et puis je montre aussi que c'est la même chose lorsqu'on considère la possible accrétion non pas de matière, mais d'une partie du gaz de photon. Alors ça n'a jamais été fait. Nous allons considérer un grumeau sphéroïdal fait de matière. Ce grumeau a un rayon R, et au sein de ce grumeau, la masse volumique ρ indice R est uniforme. Première configuration, on considère que les forces de gravitation n'agissent pas, sont nulles. Et dans ce grumeau, les particules de masse petit m sont dotées d'une vitesse d'agitation thermique V. Alors à ce moment-là, du fait de cette agitation thermique, le grumeau va se disperser naturellement pendant un temps caractéristique qui va être de l'ordre de R sur V. R, c'est la taille du grumeau, et V, c'est la vitesse d'agitation. Deuxième configuration, là, on néglige la vitesse d'agitation, les particules sont immobiles, mais en faisant alors intervenir les forces de gravitation, ce grumeau va se condenser, va collapser pendant un temps qu'on appelle le temps d'accrétion. Et c'est justement le sujet de ce PDF joint, qui va être 1 sur racine de 6 pi g ρ indice m. On voit que la perturbation va s'amplifier si le temps de dispersion est supérieur au temps d'accrétion. Alors, ce qui correspond à une perturbation de rayon R qui sera supérieure à cette grandeur L qui vaut la vitesse V divisée par racine de 6 pi g ρ indice m, c'est-à-dire la longueur de Jeans. Nous allons maintenant considérer des fluctuations dans une distribution uniforme de rayonnement. Et comment est-ce physiquement possible? Ça l'est. Regardez par exemple les fluctuations dans le CMB, le Cosmic Background, c'est-à-dire le fond de rayonnement cosmologique. Eh bien, vous avez un rayonnement uniforme avec de légères fluctuations. Vous savez peut-être que ces fluctuations sont très très faibles, elles sont de l'ordre du 100 millième, et qu'en fait, quand on vous montre cette image toute tachée, c'est qu'on a accentué le contraste par l'informatique. Comment se traduisent ces fluctuations dans ce champ de rayonnement? Eh bien, ce sont des variations de longueur d'onde. Si lambda est la longueur d'onde de ce rayonnement, la fréquence correspondante C nu égale C sur lambda,
Quant à l'énergie individuelle des photons, eh bien c'est h nu, où h est la constante de Planck. Alors vous savez comment on définit la température absolue d'un gaz? Ça n'est rien d'autre que la mesure de la valeur moyenne de l'énergie cinétique d'agitation thermique. Et ça se traduit par la relation 3,5 de kT, je mets m parce que c'est la matière, de kTm, égale 1,5 de mv2, où petit k est la constante de Boltzmann. M c'est la masse de l'élément et v c'est la vitesse d'agitation thermique. Alors c'est la même chose pour un gaz de photons. Et à ce moment-là, la température de rayonnement, de radiation, c'est la valeur moyenne de l'énergie individuelle des photons, définie par kT à 10 R égale h nu. On a un champ de température de rayonnement et ces fluctuations du CMB traduisent des fluctuations locales de la température de radiation. On peut interpréter cela en disant qu'on est face à un gaz de photons qui est inhomogène. Le modèle dominant actuel, le modèle lambda CDM, interprète cela comme des fluctuations acoustiques de manière d'ailleurs assez compliquée. Dans le modèle Genus, ces fluctuations du CMB traduisent l'action sous-jacente de l'autre entité de l'univers à énergie négative. On a coutume de dire que les photons ont une masse nulle. Ce qui est nul, c'est leur masse inertielle, pas leur masse gravifique. Comment faire apparaître cette masse gravifique qu'on pourrait noter m indice phi? Eh bien, j'écris m indice phi C2, c'est-à-dire l'énergie, égale h nu. Donc, cette masse équivalente, c'est m phi égale h nu sur C2. Ces photons, il y en a une quantité n par mètre cube. C'est le nombre de densités. Alors, si je multiplie n par m phi, eh bien, j'aurai ρ indice R, c'est-à-dire la densité du rayonnement exprimée alors en kg par mètre cube. Je multiplie ça par le carré de la vitesse de la lumière et j'obtiens ρRC2. C'est une énergie et c'est la densité volumique d'énergie, autrement dit d'énergie matière, sous forme de rayonnement. Pour un gaz fait de particules de matière de masse m, j'ai aussi une masse volumique ρ indice m, également exprimée en kg par mètre cube. En multipliant par c carré, eh bien, j'ai ρ indice m c carré, qui est une densité d'énergie par mètre cube en joules par mètre cube. J'ai maintenant la pression dans ce gaz de matière, une pression Pm, qui s'écrit ρ indice m V2 sur 3, où V est la vitesse d'agitation thermique dans le milieu. Il faut se rappeler que la pression, ça s'exprime en joules par mètre cube, c'est une densité d'énergie par unité de volume. Maintenant, évidemment, je vais demander aux gens qui sont allergiques au mat de fermer les yeux pendant quelques dizaines de secondes, mais c'est important parce que je suis en train de montrer que le milieu radiatif, le rayonnement, peut être traité comme un gaz de photons. La physique classique, non relativiste, avec des gaz constitués de particules de masse m qui s'agitent à une vitesse v, eh bien en fait ça procède de choses plus fondamentales qui sont cachées dans l'équation d'Einstein, dans l'équation de champ. Revenons à notre planche précédente, où je vais ajouter l'équation d'Einstein en bas et à gauche. Alors vous voyez que dans le second membre, on a deux termes, Tm et Tr, qui représentent le contenu en énergie-matière sous forme de masse et sous forme de rayonnement. C'est ce contenu du second membre de l'équation qui détermine la géométrie de l'espace-temps. Alors on se place d'abord dans une situation où c'est la matière qui domine, donc on peut négliger le terme radiatif. Voilà donc ce que devient notre équation. On va maintenant écrire la façon dont s'écrit ce second membre. Alors les gens qui n'ont pas le niveau maths sup ferment les yeux. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce tableau qui est à droite? Eh bien on trouve deux types de termes. On a un terme ρmc2 qui représente l'énergie matière sous forme de masse. Et puis on a un terme ρmv2 sur 3 qui représente la contribution en énergie sous forme cinétique. Autrement dit, quand on prend des objets et qu'on les agite, eh bien, on augmente l'énergie locale et on augmente la courbure. Par exemple, si vous mettez un poulet dans votre four à micro-ondes, il représente une certaine masse m, donc il va créer une micro-courbure locale dans l'espace, dans le volume de votre micro-ondes. Maintenant, si vous le chauffez,
les molécules du poulet vont s'agiter, et à ce moment-là, vous allez augmenter la courbure locale de l'espace-temps dans votre four à micro-ondes. Mais il faut garder en tête la vitesse d'agitation thermique dans ce fluide cosmique qu'est l'univers, lorsqu'il est en phase matière, reste très faible par rapport à la vitesse de la lumière. Par exemple, au moment justement où commence cette ère matière, l'hydrogène se désionise et sa température commence par être voisine de 3000 degrés. Et à ce moment-là, la vitesse d'agitation V, c'est 3 km par seconde. Donc c'est le 100 millième de la vitesse de la lumière. Donc dans ce tableau de droite, on peut supprimer ces termes-là. Et il reste alors ça. Mais retournons à l'expression générale pour cette phase matière. Et là, nous allons nous livrer à un tour de prestidigitation théorique. C'est-à-dire que dans ce tableau, nous allons remplacer la lettre petit m qui désigne la matière par la lettre petit r qui se réfère au rayonnement. Et puis on va remplacer la vitesse d'agitation thermique V par la vitesse de la lumière C. Attention, hop! Vous noterez cette similitude complète entre cette représentation de la matière et cette représentation du rayonnement. C'est une façon de montrer que le rayonnement se comporte comme un gaz de photons. Les allergiques aux mathématiques peuvent rouvrir les yeux, donc nous devons considérer une sorte de gaz de photons, où les photons ont des masses gravifiques m10 phi. Les photons contribuent au champ gravitationnel, donc on peut considérer que ces masses m indice phi, eh bien, elles créent un champ attractif. Et puis, les photons sont également sensibles au champ gravitationnel, c'est le phénomène de l'antigravitationnel. Donc on peut résumer ça en disant, bon ben voilà, les photons de masse m10 phi, ben, ils s'attirent. On va étudier l'instabilité gravitationnelle dans un grumeau de gaz de photons. Pour le détail de ce calcul, voir dans l'annexe le PDF Janus 25. Alors on considère un grumeau de rayonnement avec un rayon R et une densité de rayonnement ρ indice R. Premier cas, on suppose que ce grumeau va se dissiper naturellement avec sa vitesse d'agitation qui est la vitesse de la lumière. Donc pendant un temps de dissipation qui va être R sur C. Puis après, là c'est le petit point délicat, on calcule le temps d'accrétion, le temps d'implosion de ce grumeau, et on trouve que ce temps vaut 1 sur racine de 5,33 pi g ρ indice R. Vous voyez, c'est presque le 6, c'est très voisin du temps pour la matière, le phénomène est tout à fait comparable. Donc des perturbations dans le champ de rayonnement qui auront des longueurs d'onde supérieures à cette longueur de Jeans auront tendance à s'amplifier. Mais jusqu'où? Les phénomènes d'instabilité gravitationnelle dans ce champ radiatif et dans le monde de la matière n'ont strictement rien à voir. Pour la matière, par exemple, ça démarre à 380 000 ans, lorsque l'univers atteint cette situation de découplage où l'hydrogène se désionise. À ce moment-là, sa température devient inférieure à 3000 degrés et sa vitesse d'agitation thermique devient inférieure à 3 km/s. Or, 3 km/s, c'est le 100 millième de la vitesse de la lumière. Donc, lorsque les formations de grumeaux de matière se démarrent, les forces de pression initialement sont négligeables. Et c'est seulement après, lorsque cette condensation sera formée, que ces forces de pression viendront contrarier ce phénomène d'implosion. Quand ces forces de pression commenceront à jouer, ben, la pression variera comme l'inverse du cube du rayon. Cette dissymétrie initiale peut se lire lorsqu'on regarde le tenseur matière et qu'on voit cette différence considérable entre ces deux termes. Ça n'est pas du tout le cas pour ce gaz de photons qui lui possède déjà sa propre pression et s'avère très difficilement compressible. Par exemple, si on essaye de comprimer un grumeau peuplé de photons, eh bien, lorsque le rayon R va décroître, la longueur d'onde des photons va aussi décroître, ce qui fait que la pression de radiation va varier en 1 sur R4 et pas en 1 sur R3. Contrariée par les forces de pression radiative, cette instabilité gravitationnelle va créer des perturbations dans le champ radiatif d'une longueur caractéristique R extrêmement faible. Et là, on a une surprise, cette longueur de Jeans du gaz de photons, eh bien, elle est égale à l'horizon cosmologique. Autrement dit, s'il y a des fluctuations dans un gaz de photons d'envergure infinie,
ben, on ne pourra pas les observer. Alors, que va-t-on faire? Est-ce qu'on va théoriser, comme Jean-Pierre Luminet, qui voit son univers chiffonné se situer au-delà de l'horizon, ou comme Aurélien Barraud, qui situe le multivers justement au-delà de cet horizon cosmologique? Le modèle Janus conduit à une vision différente, au sens où on n'a pas une seule entité, mais deux. On a une superposition de deux champs de rayonnement. Le champ qui correspond au gaz de photons d'énergie positive et le champ qui correspond au gaz de photons d'énergie négative. Les vitesses de la lumière sont différentes, les masses volumiques équivalentes sont différentes, donc les longueurs de Jeans vont être différentes également. Le champ de rayonnement d'énergie négative est également sensible à cette instabilité gravitationnelle qui se déploiera alors selon une longueur caractéristique qui correspondra à la valeur de l'horizon dans cette population. Un observateur constitué de masse négative qui appartiendrait à cette population, et on sait que ça ne peut pas être le cas, ne pourrait pas observer ces fluctuations puisqu'elles se situeraient au-delà de son champ d'observation, au-delà de son propre horizon. Mais l'horizon associé à cet univers négatif est plus petit que celui qui correspond aux entités de masse et d'énergie positives. Comme les deux populations interagissent par la gravitation, plutôt par l'antigravitation, eh bien ces fluctuations qui se situeront dans ce monde négatif marqueront leur empreinte dans le monde positif, et c'est ce qui correspond aux fluctuations que nous observons dans le CMB, dans le fond de rayonnement cosmologique. Cet état de l'univers primitif est issu d'une phase qui est régie par un processus de jauge. J'ai présenté pour la première fois ces relations de jauge en 1988, c'est-à-dire il y a 30 ans, dans Modern Physics Letters A. Alors qu'est-ce que ça donne? Si nous écrivons la longueur de Jeans, eh bien, nous voyons que la vitesse de la lumière qui est au numérateur varie en 1 sur racine de r, la constante de gravité varie en 1 sur r, et la masse volumique varie en 1 sur r2. Alors, au résultat, eh bien, la longueur de Jeans varie comme r. R, c'est la taille de l'univers, c'est la jauge d'espace petit a. Et on voit que cette longueur de Jeans, qui correspond à l'horizon cosmologique, eh bien, ça varie comme la jauge d'espace petit a. Alors, qu'est-ce que nos moyens observationnels nous produisent? Eh bien, c'est ce qui correspond à l'horizon cosmologique des particules de masse et d'énergie positive. Et puis, ben, ça correspond aussi à l'horizon des particules négatives. Donc, ces fluctuations du CMB d'1 degré qui correspondent, à un point de vue ordre de grandeur, au centième de ce que l'univers nous montre, ça nous donne le rapport des longueurs de Jeans, donc le rapport des facteurs d'échelle. On sait qu'on est dans une situation bimétrique avec deux métriques G+ et G-. Par conséquent, si je considère deux points distants A et B, eh bien, au lieu d'utiliser cette image de la feuille de papier avec un endroit et un envers et des graduations différentes, là je vais prendre une sphère de telle manière qu'un écart angulaire entre A et B, phi A et phi B, donne des arcs de longueur différentes, L+ et L-. Alors on aura L+ égale A+ phi B moins phi A, et puis L- égale A- phi B moins phi A. Alors maintenant, vous repliez tout ça en surface de Boyle à 4 dimensions, et ça devient très clair. On retrouve cette idée du modèle Janus, selon laquelle, entre deux points A et B distants, il y a deux distances différentes, L+ et L-. Comme vous le voyez, la distance L-, parcourue en suivant les géodésiques de la métrique G-, eh bien, elle est 100 fois plus courte. Cela achève une présentation de ce second article paru en juillet 2018. Je n'ai pas jugé bon de souligner phrase après phrase comme je l'avais fait dans le premier article. Qu'est-ce qui suit ces géodésiques de la métrique G-? Eh bien, ce sont les particules de masse négative. Alors la conclusion, c'est que si on avait une technologie qui permette d'inverser la masse d'un véhicule et de ses occupants,
Quoi? Le compresseur? Eh bien, pour parcourir le chemin qui sépare un point A et un point B, en inversant la masse, la distance à parcourir serait 100 fois plus courte. Alors, quand ce véhicule inverserait sa masse, eh bien, devant des observateurs, il semblerait se dématérialiser, puisque on ne pourrait plus le voir. Et puis, lorsqu'il arriverait à destination, eh bien, il se rematérialiserait. Ce point explique peut-être pourquoi c'est si difficile d'exposer ce type de travail dans des séminaires, et pourquoi ce sera sans doute assez difficile de faire passer ces idées dans la communauté scientifique, y compris au niveau international. Mais il y a autre chose. Alors pour le moment, c'est une hypothèse, mais ça correspond à un travail qui a déjà abouti, qui est en cours de lecture, qui montre comment s'établissent justement ces deux mondes qui ont des facteurs d'échelle différents et des jeux de constantes physiques différents, constantes de gravité, masse, vitesse de la lumière, etc. Et ils obéissent à ce moment-là à une relation qui est A plus C plus carré égale A moins C moins carré. Alors, quelle est la conclusion de tout ça? Eh bien, c'est que si A plus est 100 fois plus grand que A moins, alors C moins est 10 fois plus grand que A plus. C'est-à-dire que la vitesse de la lumière attachée à la seconde métrique, eh bien, au lieu d'être 300 000 km par seconde, c'est 3 millions de km par seconde. En combinant ces deux aspects, c'est-à-dire le raccourcissement des distances d'un facteur 100 et l'accroissement de la vitesse de la lumière d'un facteur 10, eh bien, si on chemine selon les géodésiques de G- au lieu d'emprunter les géodésiques de G+, eh bien, si on parvient à avoir une croisière à allure relativiste, on aura des temps de voyage qui seront divisés d'un facteur 1000, ce qui mettra des systèmes planétaires situés à quelques dizaines d'années-lumière à quelques mois de voyage. Je vais terminer cette vidéo Genus 25 par deux remarques. Ces deux champs de rayonnement interagissent l'un avec l'autre par antigravitation, puisqu'ils sont également solutions du système d'équations de champ. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à partir de ces équations de champ couplées, on en déduit des lois d'interaction, et ça peut se traduire de la façon suivante. Les photons d'énergie positive s'attirent mutuellement, les photons d'énergie négative s'attirent mutuellement, mais les photons d'énergie opposée, ils se repoussent. Autrement dit, ce qu'on voit dans ces inhomogénéités du cosmic background, ça devrait être interprété comme une structure lacunaire. Autre remarque, sans préjuger de la nature finie ou infinie de l'univers, du fait de ces fluctuations conjointes des champs de rayonnement, on devrait avoir une succession de paires de cosmos, avec des fluctuations très faibles, à 100 millièmes, mais ça irait de pair avec une variation très faible de tout le jeu des constantes de la physique. Alors on a ici une forme de multivers, mais qui ne laisserait plus de place aux spéculations style science-fiction, vu que les schémas évolutifs dans ces paires d'univers seraient très voisines des nôtres. Évidemment, ce qui nous est accessible se limite à notre propre horizon. Là, je suis en train de parler de choses qui ne sont pas observables. On a déjà dénombré un nombre probable de systèmes planétaires dotés d'une vie intelligente, un chiffre absolument astronomique. Eh bien, il faudrait multiplier ça ensuite en le déclinant avec toutes les paires d'univers qui seraient nos voisines. En gardant cette politique qui a toujours été la mienne, de tenir à marquer les buts sur le terrain et non pas dans les vestiaires, il y a encore pas mal de travaux qui ont abouti et qui sont en cours d'examen dans des revues de haut niveau. Bon, ils sortiront quand ils sortiront. Après avoir trouvé porte close depuis 2 ans dans tous les séminaires scientifiques français, j'ai fini par envoyer, il y a 3 mois, une lettre au directeur de l'IHES, de l'Institut des hautes études de Bure-sur-Yvette, qui est un petit peu la Mecque de la science française, en lui demandant, de manière très sobre et très polie, si je pourrais présenter mon travail de cosmologie au séminaire de cosmologie qui est tenu par l'académicien Thibaut Damour. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Eh bien, simplement, il ne m'a pas répondu. En France, quand un physicien théoricien ou un astrophysicien ou un cosmologiste reçoit un courrier de Jean-Pierre Papy, eh bien,
Il ne répond pas, c'est tout, c'est normal. Il faut peut-être pas insister. Ça fait 4 ans que je suis parti dans cette espèce de croisade. C'est les 5e et 6e publications dans des revues de haut niveau. J'en ai d'autres en lecture, des travaux qui ont déjà abouti. J'en parlerai quand ça sera publié, dans 1 mois ou 3 ans. J'ai 81 ans. Le nombre d'années que j'ai devant moi doit être inférieur aux 2 doigts d'une main. J'ai encore beaucoup de choses à expliquer, à dire.